J'étais sur le point de prendre une bouchée quand mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil discret à l'écran. Ne mange pas. Fais-moi juste confiance. C'était de ma mère, assise à 3 sièges de moi à la même table. Mon estomac s'est immédiatement noué. Mon mari, arborant un sourire forcé, a levé son verre. Je vous en prie, régalez-vous. Je ne savais pas encore ce qui se passait, mais je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. C'était la première fois que nous dînions avec sa famille depuis que j'étais sorti de l'hôpital. 3 mois plus tôt, j'avais perdu le bébé après une grossesse compliquée. Entre les examens, le repos forcé et l'hospitalisation, j'avais presque tout perdu, du poids, l'espoir, la paix, et malgré tout, sa mère insistait pour ce dîner. Il est temps de réunir la famille et de passer à autre chose, disait-elle. Mais maintenant, avec ce message de ma mère et tous les yeux rivés sur moi, je me sentais tout sauf la bienvenue. Je m'appelle Jess. J'ai 34 ans, et voici mon histoire. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. C'est un moyen gratuit de soutenir mon travail. À cette table, avec mon beau-père, mes beaux-frères et l'ex-femme de mon mari, assise comme si elle avait sa place, mon cœur battait la chamade. J'ai réalisé que ce dîner était un piège pour m'humilier. L'ex souriait trop, le touchait constamment, lâchait des commentaires subtils sur leur passé. J'avais envie de me lever et de partir, mais je me sentais paralysé. C'est alors que ma mère a murmuré les mots « Il y a quelque chose dans ton assiette ». Je l'ai vu jouer avec la mère de mon mari. La femme qui me serrait dans ses bras devant les autres, mais me traitait de faible dans mon dos. Celle qui m'a blâmé pour la perte du bébé parce que je n'étais pas assez forte. La femme qui n'a jamais accepté qu'il m'ait choisi. Et maintenant, elle avait mis quelque chose dans ma nourriture, à moins que mon estomac ne se soit retourné. J'ai fait semblant de sourire et j'ai fait semblant de manger. J'ai attendu que tout le monde se soit servi et ait commencé à manger. Je n'ai pas touché à mon assiette. Au lieu de cela, j'ai commencé à enregistrer. J'ai placé mon téléphone entre les verres, caméra cachée, audio activé. J'avais besoin de preuves. Quand tout le monde était distrait à bavarder, j'ai doucement poussé mon assiette vers l'avant. J'ai regardé ma mère. Elle savait. Je savais, mais nous ne savions pas quoi exactement. J'ai fait semblant d'être malade et j'ai couru aux toilettes. Avec une serviette, j'ai enveloppé un morceau de nourriture et je l'ai caché dans mon sac à main. Dans la voiture, ma mère n'a pas dit un mot. Elle s'est contentée de me tenir la main pendant que je pleurais en silence. Il ne s'agissait pas seulement du dîner. C'était tout, la perte de mon enfant, le mépris subtil de sa famille, les trahisons silencieuses que je commençais à peine à voir. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai fait quelque chose que je ne ferais pas d'habitude. Je suis allé à l'ordinateur. Dans sa boîte mail, j'ai trouvé plus que ce à quoi je m'attendais. Les messages entre lui et l'ex étaient tous là, les dates correspondaient à mes séjours à l'hôpital, des commentaires sur le fait que je n'allais pas durer longtemps. Une phrase m'est restée en tête. Elle va bientôt abandonner. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. J'ai juste ouvert un nouveau cahier et j'ai commencé à écrire, nom par nom, action par action. Ce n'était plus un mariage. C'était un jeu. Et j'étais sur le point de renverser le plateau. Le lendemain matin, j'ai passé un appel qui allait tout changer. Mais ce que j'ai entendu à l'autre bout du fil m'a fait trembler. C'était pire que je ne l'imaginais. La voix de l'enquêteur était calme mais ferme. Il a dit qu'il connaissait déjà mon nom, que ce n'était pas la première plainte concernant la famille de mon mari. « Madame, vous êtes en danger. Ne mangez rien qui vienne de cette maison. » Mon sang s'est glacé. J'ai demandé ce qu'il savait, mais il a hésité. « Vous devez rassembler des preuves, et vite, car ils ont déjà fait ça auparavant. » Ce n'était plus seulement un dîner de famille tendu. C'était une réelle menace pour ma vie. J'ai raccroché et je me suis regardé dans le miroir, des yeux creux, une peau pâle, une âme épuisée. C'est ce qu'il voulait, me regarder m'effondrer lentement, m'isoler, me briser. Sa mère utilisait des mots acérés masqués en conseil. Mon mari sortait de plus en plus. Son ex se comportait comme si la maison lui appartenait. Et moi? Après tout ce que j'avais traversé, on me traitait comme quelque chose de jetable. La haine s'est formée tranquillement, profondément, froidement.
J'ai commencé à bouger comme si je jouais aux échecs. J'ai imprimé les messages entre lui et l'ex. J'ai fait des copies des relevés bancaires montrant les virements qu'il lui avait faits, des choses que je venais de découvrir. J'ai enregistré des extraits audio des commentaires cruels de sa mère, et j'ai commencé à cacher des caméras dans la maison. Personne ne se doutait de rien parce que personne ne croyait qu'il me restait de la force. Le lendemain, ma belle-mère s'est présentée à l'improviste avec des biscuits et des fleurs. Pour égayer ta journée, ma chérie. Son ton était doux, mais ses yeux étaient glacés. Elle est entrée, a regardé autour d'elle et a demandé, « Tu te sens mieux ? » Vraiment ? J'ai fait semblant de sourire. Elle a proposé de faire du thé. Je l'ai laissé faire. Et pendant qu'elle remuait la tasse dans la cuisine, ma caméra a tout enregistré, jusqu'au moment précis où elle a laissé tomber quelque chose au fond de la tasse, calmement, comme quelqu'un qui l'avait déjà fait auparavant. J'ai envoyé la vidéo au même enquêteur. En moins de 20 minutes, il a répondu « Nous avons suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête officielle ». Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir le contrôle, non pas sur ma douleur, mais sur leur sort. Et cela m'a nourri. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner moi-même. J'ai invité tout le monde, sa mère, mon mari, son ex. Je leur ai dit que je voulais me racheter, que j'étais prête à passer à autre chose. Ils ont souri, ont avalé le mensonge aussi facilement qu'ils s'attendaient à ce que j'avale le leur. Mais je savais exactement ce que je faisais. Chaque détail de la soirée a été documenté. Chaque mot, chaque mouvement enregistré pour plus tard, pour quand le moment serait venu. J'ai versé du vin, en souriant. J'ai fait des blagues, j'ai agi de manière détendue, distraite. Ils ont ri, pensant que j'étais redevenu fragile. « Tu as toujours été trop sensible », Jess a dit sa mère avec un grand éclat de rire. J'ai acquiescé et j'ai levé mon verre. À la vérité et à la justice. Ils ont ri. Moi aussi. Mais à l'intérieur de moi, la vengeance était déjà en marche, et aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui allait arriver. Je me sentais faible depuis des semaines, des vertiges, des nausées, des trous de mémoire. Mais tout le monde disait que c'était émotionnel, juste une partie du deuil. Même moi, j'ai commencé à le croire. L'enquêteur a fait analyser le thé et les biscuits, et la nouvelle qu'il m'a donnée m'a coupé le souffle. Une semaine plus tard, l'enquêteur a appelé. Sa voix était plus tendue qu'avant. « Madame Parker, la substance contenue dans les biscuits et le thé est bien toxique. Faible dosage, mais avec une exposition continue, elle peut provoquer des vertiges, de la fatigue, de la confusion. » Mon cœur s'est arrêté. Il a continué, « Vous ne pouvez plus rester dans cette maison. Je transmets les éléments au procureur. En attendant, inventez une excuse et partez immédiatement. » Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de survie. J'ai élaboré un plan rapide. J'ai dit à mon mari que ma mère s'était fracturé les 2 bras lors d'une mauvaise chute et qu'elle avait besoin de moi indéfiniment. J'ai fait mes valises, j'ai pris mon ordinateur portable, mes disques durs, tout ce que je pouvais utiliser pour continuer à surveiller la maison. Il ne s'est même pas posé de questions. Il a juste dit, « Si tu veux rester plus longtemps, vas-y. Ça pourrait te faire du bien. » Froid, distant. J'ai juste souri. Et la nuit suivante, depuis une chambre louée, j'ai accédé pour la première fois aux caméras de ma propre maison. J'ai tout vu, sa mère arrivant le lendemain, fouillant dans la chambre, l'ex se prélassant sur le canapé comme si elle était chez elle. Les 2 riant, buvant du vin de ma cave. J'ai regardé mon mari jouer de mon piano comme si la maison était à lui, pas à nous. La douleur a été vive, mais elle m'a aussi alimenté. De cette cachette, exilé de ma propre vie, j'ai commencé à tout écrire en détail. Chaque mouvement qu'il faisait était une pièce de plus sur mon tableau de vengeance. J'ai déposé une plainte anonyme auprès des ressources humaines de son entreprise, en joignant la preuve de paiement suspect effectué à l'ex. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il avait été mis en congé d'enquête. Il pensait que c'était juste de la malchance ou des collègues jaloux, mais je savais que sa chute avait commencé et qu'elle venait de moi. Calme, calculé, sans empreinte digitale. Sa mère a également commencé à ressentir la chaleur. Le comité d'éthique a accepté la plainte. Elle devrait comparaître à une audience formelle. Ses collègues de l'hôpital ont commencé à prendre leur distance. Son image de matriarche parfaite s'effondrait jour après jour,
et elle n'avait aucune idée d'où venaient les coups. Pendant ce temps, l'ex a reçu des citations à comparaître pour avoir reçu des fonds de sources douteuses. Un par un, les murs se refermaient, et je n'avais même pas besoin d'élever la voix. Une semaine plus tard, j'ai rencontré ma belle-sœur, la seule de cette famille qui semblait avoir une conscience. Elle ne s'est jamais entendue avec leur mère. Elle déménageait hors de l'État et voulait me donner ce qu'elle appelait la dernière pièce du puzzle, une clé USB contenant des enregistrements audio qu'elle avait secrètement capturés lors d'un déjeuner familial quelques semaines plus tôt. Et là, c'était, mon mari disant, elle est plus utile vivante que morte. Mais si elle continue à nous gêner, la phrase restait en suspens. Sa mère a murmuré quelque chose. L'ex a ri. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai envoyé l'audio à l'enquêteur, qui a immédiatement demandé une rencontre avec le procureur. Il m'a conseillé de garder mes distances et de rester complètement silencieuse. Il a dit, nous allons faire tomber ça avec des preuves, mais seulement quand le moment sera venu. Le lendemain, j'ai créé un faux profil et j'ai posté une note anonyme dans un groupe Facebook local de lanceurs d'alerte, pas de nom, mais avec des détails que seule une personne de la maison connaîtrait. En moins d'une heure, le post était devenu viral. Et la même nuit, j'ai reçu un message anonyme. Quand je l'ai lu, mes genoux ont presque cédé. Cet après-midi-là, j'ai reçu un étrange email. Expéditeur inconnu, pas de sujet. J'ai failli le supprimer, mais la première ligne m'a attrapé. Vous ne me connaissez pas, mais j'étais au café derrière votre belle-mère, votre mari et une femme blonde. Je pense que vous devez savoir ce que j'ai entendu. Tout mon corps s'est figé. J'ai continué à lire. L'auteur a décrit toute la conversation entre les trois comme si personne n'écoutait, mais quelqu'un l'était, et il a choisi de m'avertir. L'email disait que la conversation portait sur moi, mon comportement récent et quelque chose à propos d'un document qu'elle devait signer bientôt avant qu'elle ne se méfie. La blonde, clairement l'ex, a demandé ce qu'il ferait si je refusais, et ma belle-mère a répondu, nous y travaillons déjà. Son état émotionnel ne tient plus qu'à un fil. Le témoin a dit qu'il avait quitté ce café incapable de rester silencieux et que si j'étais en danger, je méritais de le savoir. Le café mentionné dans l'email était près de l'endroit où mon mari travaillait. J'ai vérifié l'adresse, j'ai trouvé un flux de caméras de sécurité en direct sur Google Maps et j'ai recoupé l'horodatage avec les relevés de carte de crédit de mon mari. Tout correspondait. C'était réel. Il n'y avait pas de nom signé en bas, juste la phrase, si c'était moi, je voudrais que quelqu'un dise quelque chose aussi. Ça m'a fait mal. Mais ça m'a aussi donné du feu. Avec cette nouvelle pièce, j'ai tout envoyé à mon avocat. Elle a pris une profonde inspiration en le lisant et a dit, vous savez, nous en avons déjà assez pour une plainte formelle, mais cette histoire saigne encore. Si vous voulez qu'elle saigne lentement, c'est le moment. J'ai accepté. Ma vengeance devait rester contrôlée. Mais il était temps de la laisser respirer. Et c'est ainsi qu'est née ma prochaine action, transformer mon histoire en murmure qui résonne à travers la ville. J'ai créé un fichier crypté avec des extraits audio édités, des transcriptions et des captures d'écran de messages. Je l'ai envoyé à 3 groupes Facebook locaux, non signés, avec la légende, elle leur faisait confiance. Ils ont ri. Le reste, vous devez entendre pour croire. En moins de 2 heures, le post était déjà devenu viral, et moi, regardant à distance, je pouvais voir la peur grandir dans leurs yeux parce que maintenant ils savaient que quelqu'un les exposait, mais pas qui. Cette nuit-là, il m'a appelé. Son ton était plat mais nerveux. Jess, tu sais ce qui se passe. J'ai dit que je n'en avais aucune idée, que je m'occupais de ma mère, comme il l'avait suggéré. Quelqu'un essaie de me piéger. Ils sont en train de me détruire. Tu me le dirais si tu savais quelque chose, n'est-ce pas? J'ai juste dit, peut-être que c'est juste l'univers qui remet chacun à sa place. Et j'ai raccroché. La fissure dans sa voix a été le premier son de défaite que j'ai entendu. Le lendemain, mon avocat a appelé avec des nouvelles encore plus troublantes. Nous venons de recevoir un vieux dossier médical vous concernant. Il provient d'un expéditeur anonyme, et il y a quelque chose d'étrange. Elle m'a transmis le document. Il était à mon nom, daté d'il y a 7 ans, avant même que je ne rencontre mon mari. Je ne reconnaissais pas l'hôpital, mais la signature en bas m'a glacé. Elle était là, claire comme de l'eau de roche, Dr Helen Parker, le nom de jeune fille de ma belle-mère.
Un bref traitement psychiatrique estampillé et conduite observationnelle suggérée. Rien de tout cela n'avait de sens. Comment aurait-elle pu soigner quelqu'un qui n'était même pas dans sa vie encore? Où l'était-elle? La question a commencé à me ronger. Et pour la première fois, j'ai réalisé que ma vengeance n'avait même pas commencé. Je n'avais aucune idée de la profondeur du trou. Je suis resté figé, fixant la signature. Dr Helen Parker, le nom de jeune fille de ma belle-mère. Date, 7 août, il y a 7 ans. Diagnostic, instabilité émotionnelle, trouble de l'adaptation possible. Mais je n'étais jamais allé dans cet hôpital. Je m'en serais souvenu. Et pourtant, il y avait mon nom, ma date de naissance, même mon numéro de sécurité sociale. C'était officiel. Et pourtant, je n'y étais jamais allé, du moins pas de mon plein gré. J'ai contacté l'hôpital en utilisant un faux nom, j'ai dit que j'étais une parente et que j'avais besoin de plus de détails sur cette ancienne admission. La réceptionniste a hésité mais a confirmé que le document existait dans le système. Elle a dit que le traitement avait été bref et discret à la demande de la famille. Mon sang s'est glacé. Quelle famille? Qui aurait pu autoriser cela avant même que je ne connaisse l'homme qui allait devenir mon mari? Ou le connaissais-je et ne m'en souvenais-je plus? J'ai appelé ma mère le même jour, je lui ai parlé du dossier. À l'autre bout du fil, un silence long et pesant. Puis elle a expiré. Jess, il y a quelque chose que tu ne sais pas et que nous n'aurions peut-être jamais dû savoir, mais je pense que c'est le moment. Ma tête tournait. Elle a dit qu'il y a des années, pendant ma pire phase émotionnelle après un accident de voiture, j'avais été brièvement hospitalisé et que l'un des médecins du personnel était une connaissance de la famille. Je n'avais jamais su son nom. Ma mère a pleuré, a dit qu'elle avait fait confiance au médecin, qu'elle pensait que c'était juste une précaution. Mais après, tout a disparu. Pas de facture, pas de rapport, rien. Tout était très étrange, mais tu semblais tellement mieux après. J'ai pensé qu'il valait mieux passer à autre chose. À l'époque, je pleurais quelque chose de traumatisant, et oui, j'ai eu un trou de mémoire pendant quelques mois. Mais était-ce vraiment tout, ou quelqu'un avait-il effacé des parties de mon histoire? Je suis retourné au dossier et j'ai vérifié les petits caractères. Il y avait une note marginale avec un acronyme, APE. Évaluation de l'aptitude parentale. Mon cœur battait la chamade. Ce dossier ne concernait pas seulement ma santé. C'était un rapport psychiatrique sur mon aptitude à m'occuper d'enfants. Mais en 2018, je ne pensais même pas à devenir mère. Cela a-t-il été ajouté plus tard, ou quelqu'un avait-il prévu d'interférer depuis le début? Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était de la manipulation institutionnalisée. J'ai envoyé les fichiers à mon avocat. Elle était stupéfaite, a dit que c'était grave. Si votre belle-mère a utilisé son accès professionnel pour créer ou manipuler des rapports psychiatriques afin de vous discréditer, cela constitue un crime fédéral. L'affaire prenait de l'ampleur, devenait plus lourde. J'ai commencé à réaliser que ma vengeance n'était pas seulement contre une famille pourrie. C'était contre une femme qui avait utilisé le système pour m'effacer. Tranquillement pendant des années, le bureau du procureur de district a été alerté. L'enquêteur a commencé à travailler secrètement avec une nouvelle équipe juridique. Mais je ne pouvais plus attendre. J'ai commencé à rédiger une nouvelle plainte, toujours anonyme, maintenant axée sur l'utilisation criminelle de dossiers médicaux. J'ai créé un nouveau dossier numérique avec tout, le dossier, les antécédents d'Hélène, les documents manipulés. Et pour la première fois, j'ai nommé des noms, des initiales, des dates, des lieux. Je savais que la presse allait le poursuivre. 3 jours plus tard, une journaliste d'investigation m'a envoyé un message. Court, direct, j'ai besoin de vous parler. Je connais ce médecin, et ce qu'elle vous a fait n'est pas la première fois. Tout mon corps a eu des frissons. Et quand j'ai décroché le téléphone, ce qu'elle m'a dit a brisé tout ce que je pensais savoir sur mon passé. Sa voix était stable, mais lourde. Elle a dit qu'elle enquêtait sur Helen Parker depuis des années. Elle travaillait comme infirmière mais avait des liens avec des psychiatres et des cliniques privées, toujours impliquées dans des cas délicats de femmes émotionnellement vulnérables. Votre nom est apparu dans une plainte recoupée avec des dossiers d'une autre victime. Vous n'êtes pas la première, Jess, et peut-être pas la dernière. Je ne pouvais plus respirer. Selon la journaliste, l'autre femme avait été internée contre son gré pendant un divorce.
Et devinez qui a négocié tout le processus avec l'hôpital? Hélène, a poursuivi la journaliste. Elle semble suivre un schéma, affaire de garde d'enfants, bataille d'héritage, litiges successoraux, toujours du côté de celui qui veut effacer la femme. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était un modus operandi, et j'avais été soigneusement choisi dès le début. Elle a demandé si j'autorisais l'utilisation de mes documents pour une exposition complète. Elle a dit que l'histoire était déjà en cours, mais qu'elle avait besoin d'une victime actuelle avec des preuves solides. J'ai réfléchi un instant et j'ai accepté, pas seulement pour la vengeance, mais parce que je savais que si je restais silencieuse, elle ferait à quelqu'un d'autre ce qu'elle m'avait fait. J'ai tout envoyé. En 24 heures, la journaliste avait déjà recoupé mon histoire avec celle de 2 autres femmes. 3 vies différentes, un nom, Hélène Parker. Pendant ce temps, de leur côté, le chaos se répandait. L'entreprise de mon mari l'a officiellement suspendue. L'ex a été convoqué pour témoigner en tant que bénéficiaire de fonds illicites. Et la belle-mère avait disparu, partie de la maison, de l'hôpital, des cercles sociaux. Personne ne savait où elle était, mais moi oui. Elle se cachait, attendant que la bombe explose, et elle n'avait aucune idée de l'ampleur de l'explosion que je préparais. J'ai été convoqué pour une déclaration officielle auprès du procureur de district. J'ai apporté les documents originaux, les rapports médicaux, les captures d'écran, les fichiers audio. Le silence de mort est tombé dans la salle pendant mon récit. Quand j'ai dit le nom d'Hélène Parker, l'un des procureurs a dit « Cette femme est apparue dans d'autres affaires, toujours par le biais de tiers, jamais directement. » Cela allait changer. Maintenant, elle devrait répondre avec son nom, son visage et son histoire complète. En sortant de l'audience, j'ai trouvé une enveloppe collée sur le pare-brise de ma voiture. Papier épais, pas de nom. À l'intérieur, une coupure de journal ancien, une photo d'Hélène souriant à côté d'un médecin. Au dos, écrit à la main, elle a détruit des familles entières, mais vous pourriez être la dernière. Cela a tout confirmé. Quelqu'un d'autre m'aidait. Quelqu'un de l'intérieur, et à chaque pas que je faisais, ma vengeance devenait plus collective, plus puissante, plus inévitable. 3 jours plus tard, l'exposé a été publié. Titre, une infirmière ayant des liens avec des cliniques psychiatriques est soupçonnée de manipuler des diagnostics pour influencer des héritages et des affaires juridiques. Ils n'ont pas mentionné mon nom, mais tous ceux qui connaissaient la famille l'ont reconnu instantanément. Le téléphone de mon mari a explosé. L'ex a supprimé tous ses médias sociaux, et la belle-mère n'a répondu à aucun journaliste. Mais quelqu'un a répondu à sa place, et c'était la partie la plus effrayante. Le même jour, à minuit, j'ai reçu un appel d'un numéro restreint. La voix à l'autre bout du fil n'était pas celle de ma belle-mère. C'était celle d'un homme. Et il a dit une seule chose. Vous vous êtes mêlé à des gens plus importants que vous ne le réalisez. Faites attention à ce qui va arriver. Puis le silence. Pour la première fois, j'ai ressenti une vraie peur. Mais je savais aussi que j'étais allé trop loin pour reculer maintenant. L'appel m'a mis en alerte maximale. Je savais qu'Hélène était dangereuse, mais je ne pensais pas que quelqu'un irait jusqu'à me menacer pour m'être défendu. J'ai renforcé ma sécurité numérique, activé l'authentification à 2 facteurs sur tout, effacé mes traces en ligne. J'en ai parlé à mon avocat, qui a immédiatement contacté l'enquêteur. Il m'a convoqué pour une réunion et a dit « Vous avez affaire à des gens qui ont des relations, mais vous êtes plus protégés que vous ne le pensez. » C'était un étrange équilibre, la peur et le pouvoir à parts égales. J'ai revu les documents que j'avais rassemblés. Un détail a attiré mon attention, une adresse postale qui apparaissait dans les dossiers de 2 victimes différentes. Elle appartenait à une fondation médicale, apparemment inactive. J'ai cherché le nom sur Google et j'ai trouvé seulement un vieux site web obsolète. Mais sur la page de contact, j'ai reconnu l'un des directeurs, le même médecin que sur la vieille photo avec Hélène. Les pièces commençaient à s'emboîter. J'ai envoyé cette nouvelle information à la journaliste. Elle était stupéfaite, a dit que si cela se vérifiait, l'histoire deviendrait nationale. La fondation avait reçu des millions de dons au fil des ans. S'il y avait une fraude médicale liée à un gain financier, ce serait un scandale. Et Hélène était le lien silencieux, la femme dans les coulisses, utilisant sa position pour manipuler des dossiers, détruire des réputations et protéger les héritiers du bon côté de la bataille. Pendant ce temps, mon mari s'effondrait. Il m'appelait tous les jours,
me laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Jess, tu as gagné. Ok, arrête ça. Ma vie est finie. Sa voix était celle d'un homme acculé. Mais je savais que ce n'était pas la culpabilité. C'était la peur. La peur d'être exposé. La peur de perdre ses privilèges. Il ne pensait pas à moi. Il ne l'a jamais fait. Il s'agissait toujours de lui. Mais maintenant, il n'avait plus d'endroit où se cacher. Ma belle-mère était toujours portée disparue, mais l'enquête avançait. L'ordre des infirmiers lui a retiré définitivement sa licence. L'hôpital a lancé une enquête interne. La fondation a été notifiée. La journaliste a publié un deuxième article mettant en lumière de nouvelles victimes, des femmes qui, comme moi, avaient été diagnostiquées de force, discréditées et chassées de leur propre foyer. Ce n'était pas juste un drame familial, c'était un schéma répétitif. Et maintenant, enfin, cela venait au grand jour. Malgré tout cela, quelque chose me rongeait encore. La signature sur mon dossier, elle n'était pas numérique. Elle était manuscrite. Et l'écriture correspondait à un autre document que je gardais dans mon coffre-fort, le contrat de partenariat domestique que j'avais signé avec mon mari avant le mariage. J'ai comparé les deux. Ce n'était pas une coïncidence. La même courbe dans le P, la même inclinaison dans le H. Cela me dévorait. J'avais signé un document rédigé par elle. Je suis retourné dans mon disque dur et j'ai ouvert le dossier contenant les documents originaux de notre mariage. Et là, il y avait une version antérieure sans la clause concernant les biens séparés. Cette version n'a jamais été déposée. Celle qui a été signée était celle qui m'a laissé sans rien. Je suis resté assise en silence pendant des minutes, sentant ma gorge se serrer. J'avais été manipulé dès le début par lui, par elle, par eux tous. Mon drame familial avait été scénarisé comme un piège. Mais maintenant, c'était à mon tour d'écrire l'acte final. Ce soir-là, j'ai reçu un nouveau courriel. Pas de message, juste une pièce jointe. Quand je l'ai ouverte, c'était une photo prise à l'extérieur de l'immeuble où je logeais ce même jour au coucher du soleil. Dans le coin inférieur, une ligne tapée en rouge, « Êtes-vous seul maintenant ?» J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Elle était récente, prise depuis une voiture ou une moto, ou peut-être même par quelqu'un à pied. La phrase « Êtes-vous seul maintenant ?» ressemblait plus à une provocation qu'à une menace directe. Mais quand même, ce clic de caméra me désignait comme une cible. Et c'est précisément pour cela que j'ai décidé d'agir avant eux. Ma vengeance ne serait pas déraillée par un jeu psychologique bon marché. J'avais une autre carte à jouer. J'ai appelé mon avocate et je lui ai demandé de commencer la procédure d'annulation du contrat de partenariat domestique. Je lui ai envoyé les différentes versions du document, les rapports psychiatriques, les analyses graphologiques. Elle a répondu, cela pourrait aussi se transformer en affaire criminelle. Falsification, fraude contractuelle, violence émotionnelle. Il va s'en sortir avec moins qu'il n'est arrivé. Et c'est exactement ce que je voulais, non seulement les démasquer. Je voulais les laisser sans rien. Parallèlement, j'ai contacté une experte en écriture forensique. Elle a examiné les documents et a confirmé, même écriture, même personne. La signature de votre belle-mère apparaît déguisée en témoin, mais elle est intervenue dans plusieurs sections. Avec cela, nous avions les bases juridiques pour invalider le contrat. Mon avocate a souri au téléphone. Vous ne faites pas que conserver vos droits, vous devenez le nom de l'affaire. Et cette fois, le drame familial portera votre nom dans le dossier. Ce même soir, j'ai fait quelque chose que je planifiais tranquillement. J'ai téléchargé toutes mes preuves sur un cloud sécurisé. Ensuite, je les partageais avec 2 journalistes indépendants de différents États, pas de visage, pas de voix, juste des documents. J'ai inclus 3 noms, Hélène Parker, Ethan Parker et l'ex-femme. Les fichiers étaient étiquetés par date, lieu et enregistrement. Il n'y avait plus moyen de dissimuler. La vérité était au grand jour, et j'étais en sécurité, même s'ils essayaient de me faire taire. De leur côté, les signes de panique étaient clairs. L'ex a supprimé tous ses médias sociaux. Le téléphone de ma belle-mère était déconnecté. Et mon mari a essayé de contacter ma mère. Il a dit qu'il s'inquiétait pour mon état mental. Elle a répondu par une phrase qui m'a fait pleurer, « Jess n'est pas folle. » Elle ne se tait plus.
Pour la première fois, j'ai senti ma mère vraiment de mon côté, et cela m'a donné une nouvelle force. L'enquêteur m'a donné une mise à jour. Hélène avait été retrouvée dans un autre état, séjournant chez un cousin éloigné. Elle essayait de faire croire qu'elle était victime de diffamation, mais la journaliste qui suivait l'affaire était déjà en route pour là-bas. Le bureau du procureur de cet état avait été alerté, et les victimes commençaient à s'exprimer publiquement. C'était le début de la chute, lente, douloureuse et bien plus dévastatrice qu'un simple scandale. Mais la menace planait toujours. J'ai reçu un autre message, cette fois par courrier, une enveloppe avec une seule feuille de papier. Dessus, une seule phrase, « Vous allez tout perdre si vous continuez ». Et dans le pied de page, un nom qui m'a fait frissonner, un avocat connu pour défendre les sales, les corrompus, les violents. Cela signifiait qu'Hélène avait encore des alliés et que la guerre était loin d'être finie. Mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait plus, les personnes du bon côté. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification téléphonique. L'un des dossiers dans le cloud avait été téléchargé plus de 20 000 fois en moins de 6 heures. La vérité se répandait, mais avec elle est venue une autre alerte. Quelqu'un avait essayé de pirater mon compte bancaire. Ce n'était pas une coïncidence. Ils essayaient de riposter. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le prochain mouvement était déjà en cours, et il ne venait pas de moi. La tentative de piratage bancaire a rendu une chose claire, ils étaient désespérés et dangereux. Mais ce qui est arrivé ensuite était encore plus inattendu. J'ai reçu un courriel crypté sans expéditeur identifiable. À l'intérieur se trouvait une seule pièce jointe PDF et une seule ligne, elle a détruit ma carrière, mais pas ma mémoire. J'ai ouvert le fichier et j'ai ressenti son poids avant même d'avoir fini la première page. C'était un rapport complet signé par un ancien collègue d'Hélène à l'hôpital où elle travaillait. L'auteur était un psychiatre qui avait été licencié il y a des années, faussement accusé de conduite non éthique. Dans le rapport, il décrivait comment Hélène falsifiait les évaluations, modifiait les ordonnances et suggérait des diagnostics pour favoriser les proches de patients influents. Il avait essayé de la dénoncer à l'époque et avait été réduit au silence, renvoyé, effacé, et maintenant, voyant que mon affaire gagnait du terrain, il a décidé de parler. Je ne connaissais pas son nom, mais je savais que cet homme venait de devenir la pièce la plus précieuse sur mon tableau de vengeance. J'ai envoyé le rapport à mon avocate et à la journaliste. Tous deux ont confirmé qu'il était authentique. Le contenu était accablant. Il comprenait des dossiers de patients modifiés, des instructions écrites signées par Hélène, et même un échange de courriels où elle suggérait de sédatifier temporairement le patient pour faciliter la signature du consentement. Le patient dans ce cas était une autre femme, mais le schéma était le même. Ce n'était plus seulement un drame familial, c'était un crime en série. La journaliste a publié le 3e article, cette fois avec le nom complet d'Hélène Parker et son histoire complète. L'impact a été immédiat. L'article s'est répandu dans les principaux médias. Le Conseil national médical a publié une déclaration. L'hôpital où elle avait travaillé a dit qu'il était choqué et honteux. Les comptes de la fondation ont été gelés pour audit. Et moi, je suis restée silencieuse parce que ma présence était plus puissante quand elle était invisible. De l'autre côté, mon mari a finalement craqué. Il m'a appelé en pleurs, a imploré mon pardon, a dit qu'il n'avait aucune idée de l'étendue des manipulations de sa mère, qu'il ne s'était impliqué avec l'ex que parce qu'il était faible, et qu'il était pris au piège entre les deux. J'ai écouté en silence, et à la fin, j'ai juste dit, tu n'étais pas piégé. Tu étais à l'aise. Et j'ai raccroché parce que la douleur qu'il a causée ne pouvait pas être effacée par la culpabilité. La justice que je voulais viendrait d'ailleurs. Avec tout ce que nous avions rassemblé, mon avocate a intenté une action conjointe, annulation du contrat, dommages-intérêts pour détresse émotionnelle et une demande de gel des actifs de lui et de sa mère. Le juge a immédiatement accédé à la demande. En 72 heures, leurs comptes ont été gelés. La maison de plage qu'ils aimaient afficher a été mise en vente dans la panique, mais il était trop tard. Le casier judiciaire d'Hélène avait été officiellement ouvert, et leur chute était publique. Pourtant, la guerre n'était pas finie. J'ai reçu une nouvelle menace, une notification extrajudiciaire m'accusant de diffamation signée par l'avocat d'Hélène. Ma réponse a été silencieuse. J'ai joint le rapport médical, les fichiers audio, les captures d'écran et j'ai tout soumis au bureau du procureur. L'enquêteur m'a appelé le même jour. Ils ont essayé d'inverser la partie. Maintenant, on accélère le processus.
Et à ce moment-là, j'ai su que la dernière pièce du château allait tomber. À la fin de la journée, j'ai reçu un appel de la journaliste. Elle avait l'air tendue, a dit que pendant une entrevue avec quelqu'un du passé d'Hélène, elle avait découvert quelque chose qui changeait tout, quelque chose qui n'impliquait pas seulement de la manipulation, mais la mort, et que peut-être mon histoire ne portait pas seulement sur une vengeance personnelle. Peut-être qu'il s'agissait de mettre fin à quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. La journaliste a parlé à voix basse, comme si elle avait peur que quelqu'un n'écoute. La femme que j'ai interviewée était la nièce d'une patiente décédée en 2016. L'affaire a été classée comme arrêt cardiaque. La victime avait été admise dans une clinique où Hélène travaillait comme consultante externe. Selon la nièce, sa tante venait de commencer un divorce contentieux et un important héritage était en jeu. Le médecin qui a signé la prescription finale, Hélène Parker. La journaliste a dit que les documents étaient faibles, mais l'histoire semblait familière, rapport vague, diagnostic générique, même écriture, même schéma. Pour la première fois, le terme « euthanasie forcée » a été évoqué. Il n'y avait pas de preuves concrètes, mais les schémas étaient trop forts pour être ignorés. Et maintenant, avec l'exposition publique, de plus en plus de personnes ont commencé à se manifester. C'était une structure d'horreur soigneusement protégée pendant des décennies. Mais je l'étais démolissant avec des preuves, une stratégie et de la patience. Le bureau du procureur a intensifié l'enquête. Ils ont commencé à croiser les anciens patients d'Hélène avec les dossiers de litiges familiaux. Les chevauchements étaient flagrants. Cette femme manipulait le système au profit d'autres personnes depuis des années. Elle était la méchante invisible derrière d'innombrables tragédies familiales. Et moi, j'étais l'une de ces dernières tentatives de répéter le cycle. Mais avec moi, elle a échoué parce que je me suis défendu. Le lendemain matin, l'enquêteur a appelé. Vous devrez témoigner lors d'une audience publique. Le procureur de district veut que vous soyez le visage de cette affaire. Mon estomac s'est retourné. J'avais passé des mois à essayer de ne pas être vu. Toute ma vengeance avait été menée en silence. Mais maintenant, ma présence pourrait protéger d'autres femmes. Et pour la première fois, j'ai senti qu'il était juste d'être vu, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui a survécu à ce qui était censé la détruire. À l'audience, j'ai parlé avec confiance. J'ai raconté tous les détails, j'ai apporté les documents, j'ai montré les différences entre les versions du contrat, j'ai parlé de la manipulation émotionnelle, des rapports falsifiés, du poison déguisé en thé. En partant, j'ai entendu des applaudissements discrets de l'auditoire. Certaines femmes pleuraient. L'une d'elles m'a attrapé le bras et a dit, « Elle a failli me faire ça à moi aussi. » Cela m'a brisé parce que maintenant ma douleur était devenue un bouclier pour les autres. 2 semaines plus tard, Hélène a été officiellement inculpée. Le procureur de district a qualifié cela de l'un des systèmes de manipulation médicale et financière les plus complexes de ces dernières années. Mon ex-mari a perdu tous ses postes de confiance. L'ex a été accusé de complot criminel, et la fondation a été dissoute par ordonnance du tribunal. Chaque pièce est tombée, comme je l'avais promis, mais sans dire un mot trop tôt. Ma vengeance n'a jamais été bruyante, elle était précise. Je suis retourné seul dans ma maison, la maison qui était mienne depuis le début, mais qu'ils ont essayé de me prendre. J'ai tout redécoré, effacé toutes leurs traces, accroché un nouveau cadre au mur, une copie du procès avec mon nom en haut. C'était plus que de la justice, c'était la preuve que j'avais survécu, et qu'il ne me ferait plus jamais remettre en question ma santé mentale. Mon drame familial a été sanglant, silencieux et long. Mais il s'est terminé exactement là où je le voulais, avec eux tous en dessous de moi. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre sans expéditeur. Écriture délicate, papier blanc, juste une ligne, je voulais juste être entendu. Vous l'avez été. C'était de ma belle-sœur, la seule assez courageuse pour s'en aller avant que tout n'explose. J'ai gardé la lettre dans le tiroir de mon chevet, et je n'ai jamais regardé en arrière. Parce que quand on vainc des monstres qui utilisent l'amour comme une arme, la seule vraie vengeance est de ne jamais retourner à la cage. Dans les jours qui ont suivi la condamnation, le silence s'est fait sentir différemment. Ce n'était plus de la peur, c'était un nouveau commencement. Les murs de ma maison semblaient respirer avec moi. J'ai ouvert les fenêtres, peint les portes, changé les draps, de petites touches, mais symboliques. Pour la première fois depuis des années, je pouvais traverser ma maison sans me souvenir de chaque poison déguisé en routine. La vengeance avait dégagé le terrain,
mais la reconstruction c'était une toute nouvelle bataille. Apprendre à vivre à nouveau a été plus difficile que de planifier leur chute parce que la vengeance me donnait un objectif. Cela me donnait un but. Maintenant, j'avais la liberté, mais aussi un miroir qui me regardait tout le temps. La Jess qui a survécu n'était pas la même femme qui est entrée dans ce mariage. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, plus dur, plus aiguisé, moins romantique, mais plus moi-même. J'ai commencé une thérapie. Lentement, j'ai réalisé que la justice guérit les blessures mais n'efface pas les cicatrices. Ma mère s'est rapprochée à nouveau. Nos conversations, autrefois tendues, étaient maintenant douces. Elle s'est excusée pour le passé, pour s'être tue, pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Elle a dit qu'elle était fière que je n'ai pas perdu la tête à travers tout cela. Je lui ai dit que je l'avais perdu, mais d'une manière lucide, et que c'était ce qui m'avait sauvé. Elle a pleuré. Moi aussi. Parfois, le plus grand drame familial est le silence entre une mère et une fille. Nous l'avons brisé ensemble. La journaliste m'a recontacté. L'article avait été nominé pour un prix national, mais elle voulait me remercier pour autre chose, pour avoir montré que toutes les vengeances ne sont pas bruyantes, certaines sont faites de dossiers, de patience et de courage. Elle a dit que plus de femmes s'étaient manifestées après mon audience, que certaines affaires avaient été rouvertes, que le nom d'Hélène Parker, autrefois craint, provoquait maintenant des nausées au sein des institutions, et que c'était plus que je n'avais jamais rêvé. J'ai commencé à tout écrire, pas pour publier, juste pour moi, pour ne pas oublier, pour ne plus jamais accepter si peu de qui que ce soit. J'ai transformé mon histoire en chapitre personnel. J'ai écrit sur le jour où j'ai reçu le message, ne pas manger, le jour où j'ai été traité d'instable, le jour où j'ai failli être effacé du monde par une femme qui pensait pouvoir jouer avec la douleur de quelqu'un d'autre. Et j'ai écrit sur le jour où je n'ai plus eu besoin de vengeance parce qu'elle était déjà faite. J'ai reçu un message de mon ex-belle-sœur. Elle avait déménagé dans un autre état avec son nouveau-né. Elle a dit qu'elle allait appeler la petite fille Jess parce que, tu m'as montré à quoi ressemble la force sans crier. J'ai pleuré pendant des heures. Il ne s'agissait pas de gloire ou de statut. Il s'agissait de savoir que ma douleur n'était pas gaspillée, que quelqu'un qui a regardé tout cela se dérouler a compris qu'il y a une vie après la maltraitance et la justice après le silence. Certaines nuits, je me réveille encore en sursaut. Mon corps se souvient de ce que c'était que d'être piégé dans un endroit hostile. Mais maintenant, je me lève, je respire et je me rappelle, je suis sorti. Ils ont essayé de me détruire de l'intérieur, mais ont fini par être exposés de l'extérieur. La vengeance ne m'a pas transformé en méchante, elle m'a libéré de la culpabilité. Parce que quand on souffre en silence, le monde nous traite de dramatique. Quand on s'exprime, il nous traite de faux. Mais quand on gagne, il ne leur reste plus rien à dire. Puis, un jour, le téléphone a sonné. Numéro privé. Une voix féminine calme a dit seulement « Vous me connaissez, mais vous ne savez pas ce que je sais ». Avant que je puisse répondre, elle a ajouté « Hélène n'a pas fait ça seule » et a raccroché. Cette phrase « Hélène n'a pas fait ça seule » a résonné dans ma tête pendant des jours. J'ai essayé de me souvenir des voix, des visages, des personnes que j'avais négligées en me battant pour survivre à ma propre vie. Mais rien n'est venu jusqu'à 2 jours plus tard, la journaliste m'a envoyé un courriel « Vous devez voir ça ». En pièce jointe, il y avait une lettre envoyée au journal signée par un ancien directeur financier de la fondation où Hélène avait travaillé comme consultante. L'homme affirmait qu'Hélène ne prenait jamais de décision seule, qu'il y avait toujours un homme derrière tout cela, un nom qui n'apparaissait jamais publiquement, mais qui était répertorié comme le principal donateur de la fondation, un avocat à la retraite. Le nom Arthur Belmont. Quand j'ai lu ça, mon estomac s'est retourné. Belmont avait été l'avocat de la famille du côté de mon beau-père, et selon ma mère, c'est lui qui avait aidé à la brève hospitalisation. Je ne pouvais pas me souvenir. J'ai tout recherché. Son nom est apparu discrètement dans 3 autres histoires liées à Hélène, toujours en arrière-plan, toujours comme donateur, conseiller juridique ou représentant de la famille. Il n'est jamais apparu dans les scandales, mais il faisait partie de toutes les structures. C'est là que j'ai compris. Hélène n'était qu'une pièce, froide, cruelle, l'exécutrice, mais quelqu'un la finançait, la couvrait, nettoyait la piste. Ma vengeance était presque complète, mais je n'avais pas encore trouvé la source. J'ai apporté le nom au bureau du procureur de district. L'enquêteur a confirmé que Belmont était apparu dans des plaintes antérieures,
mais il avait toujours été protégé par sa réputation et ses relations. Nous rédigeons une demande officielle pour lever le secret bancaire et de communication, a-t-il dit. J'ai demandé, est-ce que ce sera suffisant pour l'arrêter? Il a répondu, peut-être, mais ça fera plus mal si ça devient public avant de devenir légal. J'ai souri. Pour la première fois, j'ai senti que cette vengeance n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à tout le système. J'ai rencontré mon avocate, je lui ai dit que je voulais inclure Bellemans dans le procès. Elle a hésité. Il est puissant et dangereux. Puis elle a souri. Mais vous avez fait tomber des gens plus grands que votre propre douleur. Faisons ça. Nous avons commencé à tout rassembler, les dossiers, les appels, les traces de comptes, les fondations, chaque lien entre Bellemans et ma belle-mère, les hospitalisations injustifiées, les héritages altérés. C'était méticuleux et à toute épreuve. En creusant, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Bellemans avait signé le bureau d'état civil qui validait la version finale de mon contrat de mariage. Il était répertorié comme le vérificateur technique, ce qui signifie qu'il connaissait l'arnaque dès le premier jour. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un projet, un système de manipulation juridique construit avec une précision chirurgicale. Et j'étais tombé dans le panneau comme tant d'autres. Mais maintenant, j'avais la carte complète, et j'étais en train de retourner chaque pièce contre lui. J'ai tout remis à la journaliste. Elle a publié un nouvel article. Cette fois, le titre disait « L'homme derrière Hélène Parker, comment un avocat de l'ombre a financé le plus grand système de manipulation émotionnelle et financière du pays ». Le nom d'Arthur Bellemans, pour la première fois, était au premier plan. Et pendant qu'il se débattait pour bloquer l'article au tribunal, j'étais au palais de justice pour signer la nouvelle requête, Jess Parker contre Arthur Bellemans et al. Cette fois, son nom de famille venait après le mien. Ce soir-là, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille, une photo d'Hélène au tribunal, griffonnée au dos au stylo, vous n'êtes arrivé aussi loin que parce que je vous l'ai permis. Et ce qui l'accompagnait, c'était un numéro de compte bancaire offshore avec un transfert effectué par Bellemans le jour où j'ai été interné. Ce transfert était la dernière pièce du puzzle. L'argent provenait d'un compte au nom d'une société écran, envoyé directement à la clinique où j'ai été retenu contre mon gré. Date, 2 jours avant qu'Hélène ne signe la recommandation médicale. Montant, $20 000. But, accord d'urgence. J'avais été achetée, réduite au silence avec des sédatifs payés, et maintenant le responsable avait un nom, une signature et un numéro de sécurité sociale, Arthur Bellemans. J'ai remis le document au procureur de district et j'ai attendu. Je savais à partir de ce moment que le système allait avancer rapidement, et c'est ce qu'il a fait. Bellemans a été convoqué, a essayé de se cacher derrière des avocats, mais les preuves étaient irréfutables. Il a affirmé qu'il ne faisait qu'aider les familles en crise. Mais les dons, ses liens avec Hélène, les contrats falsifiés, la piste de l'argent, tout menait directement à lui. Cette fois, personne ne pouvait le protéger. Le tribunal a accepté toutes les accusations. Bellemans a été inculpé, non seulement dans mon affaire, mais dans au moins 6 autres qui ont fait surface après l'exposition. Certaines des femmes n'avaient même pas réalisé qu'elles étaient victimes avant de voir leurs histoires reflétées dans la mienne. Et maintenant, ensemble, nous formions une résistance, silencieuse, stable, incassable. Notre douleur partagée est devenue une force. Et ma vengeance n'était plus seulement la mienne. Quant à mes anciens beaux-parents, il ne restait plus grand-chose. Mon ex-mari essayait de reconstruire son image avec des vidéos creuses et apitoyantes. Son ex a disparu. Hélène a été condamnée, interdite de toute pratique médicale, et attendait son procès criminel en résidence surveillée. Et moi? Je me reconstruisais, non pas sur les ruines, mais sur ce que je ne leur permettrais plus jamais de prendre, ma voix, ma clarté, ma vérité. J'ai été invité à une dernière entrevue, symbolique. 1 an après que l'histoire ait éclaté, la journaliste m'a demandé « Regrettez-vous d'avoir commencé tout cela ?» Je n'ai pas hésité. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Parce qu'au fond, chaque femme réduite au silence porte une horloge intérieure, comptant les années qu'elle a passées à penser qu'elle était faible, qu'elle réagissait de façon excessive, qu'elle était instable, alors qu'en réalité, elle était simplement empoisonnée par le confort de quelqu'un d'autre. Je suis rentré chez moi après l'entrevue, je me suis assise sur mon porche et j'ai fermé les yeux. Le son du vent m'apportait la paix maintenant.
Je n'avais pas besoin d'applaudissements ou d'admiration. Je voulais juste ma vie propre, libre, et elle l'était. J'ai reçu un message. L'affaire Belmont a été transférée devant un tribunal fédéral. J'ai souri parce que ce n'était plus ma bataille. C'était l'État qui reprenait la guerre que j'avais commencée comme un murmure qui s'est transformé en un cri sans voix. Aujourd'hui, je vis dans une belle maison enveloppée de calme, le genre qui réconforte, qui ne menace pas. J'ai réappris à manger sans crainte, à dormir sans triple verrouillage de la porte, à rire à haute voix sans regarder par-dessus mon épaule. Ma vie est entière et heureuse. J'ai de bonnes personnes autour de moi, un réseau que j'ai construit moi-même. Et l'amour est venu quand je m'y attendais le moins. J'ai rencontré quelqu'un de gentil, quelqu'un qui n'a jamais élevé la voix, mais qui m'écoute toujours pleinement, quelqu'un qui ne m'a pas sauvé parce que je l'avais déjà fait, mais qui s'est présenté pour marcher à mes côtés, pas pour me contrôler. Il connaît mon histoire, chaque page, chaque douleur. Et pourtant, ou peut-être à cause de ça, il m'aime doucement. Nous plantons des fleurs dans la cour et cultivons une paix qui semblait autrefois être de la fiction. Si vous aimez cette histoire, aimez et abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la vidéo à gauche et regardez la suivante.